J'aime bien cette compagnie, Kerry Group. Alors, vous pouvez voir ici une chose, hein. Avant même d'aller regarder les marges, etc. Je vais enlever la courbe des prix. Première chose, ici, je vois des free cash flow croissants. Ou tant bien que mal, les free cash flow arrivent à être croissants sur une longue période de temps. On a un 5% en moyenne ici sur les dernières années. Sur les 9 dernières années, à peu près, on peut avoir à peu près, bon, sur les 9 dernières années, parce que ce logiciel-ci prend les 3 années suivantes et les 3 années et les 6 années précédentes. Quand on parle de 9 ans, donc il faut souvent il faut retourner un tout petit peu loin ici. Donc on a un 12% de croissance. Donc ce que je veux voir ici, ce qui nous intéresse, c'est ça. Ceci appartient aux actionnaires. Les free cash flow. OK? On a également ici des revenus qui sont plus ou moins croissants ici. Enfin, pas plus ou moins qui sont croissants, mais c'est surtout la stabilité qu'il faut regarder. Vous constatez ici que c'est stable, n'est-ce pas? On a des bénéfices nets ici ajustés qui peuvent être l'équivalent des free cash flow ici. Faites attention. J'ai bien marqué ici ajusté. Donc, on s'est dit ici que c'est un business qui semble être assez stable. D'accord, quand on compare au free cash flow ici, ça semble être à peu près. Il y a une différence ici d'1 dollar par là. Donc, peut-être qu'au niveau des free cash flow, dépendamment de cette activité, il y a une variation au niveau du BFR. Donc, quand on regarde ceci, nous avons un business qui est assez stable, assez prévisible également. OK, que ce soit au niveau des bénéfices nets, au niveau des free cash flow, qu'est-ce qu'ils ont ici? 50-50. Donc, les free cash flow peuvent avoir une variation ici parce que le BFR, souvent, il est difficile pour les analystes de prévoir ce BFR-là parce que ça dépend surtout ici de la discrétion. C'est à la discrétion du management ici. Il faut faire attention. OK, donc dans l'ensemble, ici, on compare les net income et les free cash flow. On essaie de cumuler ça sur une longue période de temps, 10 ans, 5 ans, 3 ans, pour voir à peu près quelle est la différence entre les deux. Parce que certaines années, on peut avoir des free cash flow moins élevés, alors qu'on a des bénéfices nets très élevés. On peut avoir des free cash flow très élevés, alors qu'on a des bénéfices nets plutôt stables par rapport à l'année précédente. Donc, il faut toujours aller vérifier la différence entre les deux. Quand on prend les cash flows opérationnels également, ici, vous constatez que ça également, c'est croissant. Donc, à partir d'ici, c'est un business qui va m'intéresser. C'est un business qui va m'intéresser juste avec ces éléments-ci. Je n'ai même pas encore regardé les marges ni quoi que ce soit, mais déjà, il y a une stabilité. Donc, quand on va maintenant checker les marges, OK? Donc, Kerry Group, c'est une compagnie irlandaise. Enfin, c'est quand je dis irlandaise, elle est cotée en Irlande ici, on va le dire comme ça. Donc, peut-être éligible au PEA, je n'en sais rien. Ici, revenu croissant, n'est-ce pas? Votre rôle est de savoir la croissance des revenus provient d'où? Acquisition, organique, voilà. Maintenant, marge brute, stabilité. Première règle. OK? Si une entreprise a un pricing power, le premier élément de ce pricing power, c'est au moins le maintien des marges, avant même la croissance. Parce qu'entre-temps, ici, il y a la fluctuation du prix des matières premières, des choses comme ça, parce que toutes les entreprises ici, la plupart des entreprises, ils ont comme intrant ici des commodités, on va le dire comme ça. OK? Sauf peut-être les entreprises de services, etc. Mais si vous vendez ici des biscuits, la farine, le blé, tout ça, ça rentre dans la production. D'accord? Donc, ça dit que la variation de prix de cette matière-là, ça va avoir tendance à vous affecter, n'est-ce pas? La marge brute est plutôt stable. OK? Quand je compare la marge brute avec la marge EBITDA ici, histoire de voir si les deux vont dans le même sens, qu'est-ce que je constate? Vous connaissez la chanson. Marge EBITDA augmente. Ça veut dire qu'on est de plus en plus efficient. Tout revenu supplémentaire n'entraîne pas une dépense opérationnelle supplémentaire. Ça également, j'aime ça. Ça peut également vouloir dire ici que les bénéfices nets peuvent avoir tendance à augmenter plus rapidement que les net income. Plus rapidement que les revenus. OK? Donc, en termes de net income, on a 737 millions. En termes de free cash flow, on a à peu près 652 millions. Quand on compare les deux ici, même si la couleur est à peu près assez similaire, hein, donc on va le mettre comme ça. Je vais essayer d'à peu près changer cette couleur-là. On va le mettre ici en rouge. Voilà. On va grossir un tout petit peu le trait. Voilà. Donc, constatez ici qu'il y a une différence entre les deux, n'est-ce pas? Donc, ce que moi je fais souvent d'habitude, c'est essayer d'aller comparer est-ce que si la différence entre les deux est de plus ou moins 10%. OK? Donc, je cumule ici. Enfin, il fallait même les mettre en yearly, mais ça ne va pas déranger. Donc, si je prends les 20 dernières années, en free cash flow, c'est 27 milliards cumulés. En net income, c'est 30 milliards cumulés. Les 10 dernières années, en free cash flow, c'est 15 milliards cumulés. En net income, c'est 20 milliards cumulés. Et ça, c'est en last 12 months. Donc, faites attention, ce n'est pas la bonne métrique. Il faut vraiment prendre ici en full year. Parce que si je change ici en full year, vous allez voir ceci. OK. Je sais que vous ne comprenez pas tous ici. Ce n'est pas plus grave que ça. Retournez en arrière et essayez de le faire de vous-même. OK. L'histoire ici, c'est de comparer les free cash flow et les net income. Quelle est la différence entre les deux? Et maintenant, quand je vais lire les rapports financiers, histoire de voir, je vais essayer de vérifier sur les 10 dernières années, qu'est-ce qu'ils ont fait avec le free cash flow? Pourquoi est-ce que les net income
sont différents des free cash flow. Est-ce qu'on a investi massivement ici au niveau ici de l'infrastructure, d'accord, les usines, etc. Et si c'est le cas, est-ce que l'usine qu'on a mis les nouvelles usines ici ou bien l'amélioration ici a eu tendance à produire des effets positifs? OK, donc il faut toujours aller vérifier ça. Ici, on a une différence ici de 1 milliard 300 par là. On va le dire comme ça. OK, c'est beaucoup. Parce que je préfère jamais une différence de 10% par là. Pas plus que 10%. Donc, j'aurais préféré 500, si j'avais 500 millions, 5 milliards ici, peut-être 450 millions, 4 milliards 500 ici, j'aurais préféré. OK? Donc, au niveau des... parce que ça me dit, quand je dis, les free cash flow peuvent être moins élevés que les net income, mais pas pendant longtemps. Donc, la raison, il faut toujours aller vérifier pourquoi. Par exemple, quand vous allez voir une compagnie comme Robertet, qui a des free cash flow moins élevés que les net income, il faut donc se poser la question pourquoi est-ce que c'est le cas. Et vous allez peut-être remarquer qu'elle investit massivement ici pour générer de la croissance. Et quand on investit massivement ici, il faut que ça porte des fruits, n'est-ce pas? Donc, est-ce qu'à long terme, on aura tendance à avoir des free cash flow et des net income qui vont dans le même sens? C'est ce qu'on va essayer de voir quand on écoute les conférences call, histoire de voir si les analystes ont déjà eu à mentionner cet élément-là. Et d'où est-ce que ça provient généralement? OK? C'est très important. Donc, il ne suffit juste pas de faire le constat comme ça et de tirer des conclusions sans avoir vérifié. Donc, on constate juste, on se dit OK, les net income semblent être corrects, les free cash flow, non, mais donc il faut que j'aille vérifier pourquoi. OK? Donc, les 5 dernières années également, la différence est de moins en moins élevée. Vous voyez ici qu'on a 2 milliards 500, 1 milliard 800, la différence entre les deux ici, voilà. Grosso modo, ça fait à peu près 600, je pense à peu près aux alentours de, pas 600 millions, excusez-moi, une soixantaine de millions, si je ne me trompe pas. Bref, non, une centaine? Attendez. Bon, mon calcul commence à devenir mauvais là. Donc, si on prend ici 2 milliards 400, voilà, 90, moi à peu près 1, 8, 50, ça donne à peu près ici 6 milliards, 640 millions, divisé ici par 249, ça donne ici combien? 25%, parce que la différence est quand même énorme, c'est quand même 25%. D'accord? Parce que si on prend à peu près le 10% ici, c'est 250 millions. Donc 250 millions plus ce montant, si ça allait donner à peu près 2 milliards 100. OK? Donc, on sait que sur Kiri Group, on doit aller questionner les free cash flow. D'accord? C'est ce qui devrait ressortir en conclusion dans tout ce bavardage-là. Le nombre d'actions, est-ce qu'il augmente ou diminue? Le nombre d'actions augmente également. Enfin, si on le prend par rapport à 2008 ici, on a une augmentation du nombre d'actions de, voilà, on a à peu près, quand on dit augmenter le nombre d'actions, entre parenthèses, c'est quand même à peu près 2 millions d'actions en supplément. D'accord? Pas plus. 2 millions 800. C'est pas énorme, mais c'est quand même une augmentation du nombre d'actions, donc il faut aller vérifier pourquoi. OK? Maintenant, en termes de dette net sur EBITDA ici, c'est 1,5. Et le ratio dette net sur EBITDA, le dénominateur, c'est l'EBITDA. On doit toujours aller vérifier pourquoi est-ce qu'il augmente ou diminue. Est-ce qu'il augmente parce que l'EBITDA diminue ou bien parce que la dette augmente? OK? Donc, on prend la dette nette du point de vue volume. Qu'est-ce qu'on observe? On a à peu près aux alentours de 1 milliard 790 millions. La dette nette a diminué. L'EBITDA, du point de vue volume, qu'est-ce qu'on observe ici? On se rend compte que l'EBITDA est à peu près à 1 milliard 160 millions. OK, l'EBITDA a augmenté. On aime bien ça. Donc ici, c'est une entreprise ici qui n'est pas très endettée non plus. Elle est très bien gérée. Maintenant, ce genre de business, ça va se négocier à combien de fois les bénéfices? Je peux déjà vous dire, ça sera difficile ici de payer moins de 20 fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise. Et on va essayer de le vérifier ici. On prend les next 12 months, histoire de prendre à peu près, de normaliser un tout petit peu les attentes des analystes ici. On voit à peu près qu'on a 18 fois les bénéfices sur les 20 dernières années. Sur les 10 dernières années, on est à peu près à 23 fois les bénéfices. 5 dernières années, c'est 26 fois les bénéfices. Je vais toujours en mentionner une chose. Moi, je ne suis pas du genre à prendre, parce que c'est 23 fois les bénéfices, je vais prendre 23 fois les bénéfices. Non, déjà, pourquoi est-ce que c'est 23 fois les bénéfices? Est-ce que c'est parce qu'il y a une croissance derrière? Quel type de secteur d'activité on a présentement? Est-ce que dans ce secteur d'activité, en moyenne, c'est à 23 fois les bénéfices? Et si l'entreprise se négocie à des PER plus élevés que la moyenne du secteur d'activité, la moyenne sur les 10, 20, 30 prochaines années du secteur d'activité, pas juste la période actuelle, OK? Il faut se poser les bonnes questions. Donc, quand je vais dans le secteur automobile ici et que je vois à peu près des PER de 20, il faut vraiment que vous ayez une croissance très élevée pour mériter des PER de 20. OK? Donc, le PER a ses avantages comme ses inconvénients. Il faut souvent savoir bien l'interpréter. Il y a souvent des nuances à apporter. Ce n'est pas blanc ou noir. D'accord?
Donc, ce n'est pas parce que c'est 26 fois les bénéfices que je vais payer 26 fois les bénéfices. Non, 26 fois les bénéfices, je constate. Pour moi, dans mon cerveau, quand je vois 26 fois les bénéfices, ça veut tout simplement dire qu'il y a des gens qui demandent ici des rendements de 3,84%. Déjà, moi, ça ne m'intéresse pas parce que mon maximum, c'est 4%. OK? Mon minimum, c'est 4%, on va le dire comme ça. OK? Enfin, quand je dis minimum, ouais, c'est ça. Minimum, le minimum de rendement que je veux, c'est 4% à 25 fois les bénéfices. Donc, ça veut dire 25 fois les bénéfices. OK? Il y a grand max ici, on veut à peu près 100% en grand max. OK? Donc, ici, c'est 20 fois les bénéfices que je vais prendre. D'accord? 20 fois les bénéfices, c'est 5% de rendement. Donc, ce qui veut dire ici que, en prenant en considération les prévisions, en vérifiant ici, est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions sur ce genre de business-ci? OK? Je vais prendre les bénéfices nets ajustés. C'est gentil ici. Ils ont tendance à avoir raison. OK. D'ici 2026, on s'attend à peu près à 5,90 $, OK, à 20 fois les bénéfices. C'est en livres sterling? Non, c'est en euros. Excusez-moi si vous entendez parler de dollars alors que nous avons une entreprise en euros ici, ce n'est pas plus grave que ça. OK? Donc, 20 fois les bénéfices, on devrait s'attendre à peu près à 118 € l'action. Moi, la dette nette en date d'aujourd'hui, j'enlève toujours la dette nette. OK? J'enlève toujours la dette nette ici. Donc, vu que c'est une compagnie européenne, comme d'habitude, on doit le prendre en yearly ici. Je vais actualiser la page. Qu'est-ce qu'on obtient? OK. Valider. 1. Et voilà. Donc, 12,57 €, moins à peu près 118 € ici. Donc, disons 13 €. Ça donne à peu près 105 $, 105 €. OK? N'oubliez pas, ceci, ça veut juste dire également que les analystes sont très optimistes. OK? Ils sont optimistes par rapport à quoi? Est-ce qu'on gagne des parts de marché? Est-ce qu'on va dans est-ce qu'on ouvre de nouveaux magasins, entre parenthèses, hein, est-ce qu'on augmente la production, ce genre de choses-là? Il faut toujours essayer de regarder pourquoi. Et toujours essayer de vérifier si la tendance augmente. Il y a 6 mois, on s'attendait à 5,88 €. Là, c'est 5,90 €. De plus en plus optimiste. Or, il y a 6 mois, en 2024, on s'attendait à 4,89 €. Là, c'est 4,71 €. Donc, faites attention, les attentes ne seront jamais justes. On sera en dessous des attentes. L'entreprise aura tendance à être au-dessus des attentes ou en dessous des attentes. N'oubliez jamais cela. Donc, c'est juste une idée. Si vous dites, OK, il y a un certain optimisme ici, d'où est-ce que ça peut provenir? Rappelez-vous de la compagnie qu'on appelait SMCI, Super Microcomputer. Quand on l'évaluait ici, il y a quelques temps, il y a la vidéo ici sur la chaîne, j'en ai fait une seule. Les attentes étaient élevées. Donc, d'où est-ce que ça allait provenir? C'était ça la grosse question. Quand vous allez prendre une entité comme OTEXT, qui est à peu près OpenText, je dis toujours que cette compagnie est surévaluée, est sous-évaluée. Les attentes également sont élevées. Maintenant, à vous de vérifier d'où est-ce que ça va provenir et est-ce que c'est raisonnable. Vous pouvez également avoir une entreprise comme Lear Corporation. Vous qui voulez tous aller dans le secteur de la voiture électrique, la question que vous devez vous poser, c'est, en fait, dans la voiture électrique, qu'est-ce qui est indispensable? Qu'est-ce qui sera toujours indispensable? Les sièges auto. Aussi simple que ça. Lear Corporation, c'est son business. C'est une entreprise qui aura tendance à s'évaluer aux alentours de 10 fois les bénéfices par là. Et les attentes ici sont très élevées pour le futur. Si on augmente la production, et généralement ici, quand il y a un nouveau modèle de voiture, on ne change pas les sièges. D'accord? Une fois que vous gagnez le contrat, si la voiture se vend très bien, vous aurez tendance à fournir les sièges à long terme. OK? Évidemment aussi, c'est quelque chose qu'on remplace moins souvent qu'un pot de phare ou des choses comme ça. OK? Mais vous constatez quoi? Les attentes sont élevées. Donc, ça pourrait nous intéresser ici. Quand on va aller creuser un tout petit peu, taille du marché, comme je l'ai fait ici avec Azo, AutoZone. Les attentes sont élevées, n'est-ce pas? Les attentes sont... Enfin, c'est assez positif pour le futur, n'est-ce pas? Pourquoi? On découvre ici que le nombre de kilomètres parcourus par véhicule augmente. L'âge moyen également augmente. Et ce sont des éléments qui sont favorables pour ce genre de business parce que c'est essentiellement ici de la vente ici de pièces détachées. Il y a une entreprise également qui fait à peu près la même chose qu'on appelle LKQ. Sous-évaluée également. Sous-évaluée également. Elle a un business j'adore son business model. Allez-y voir ce qu'elle fait. Je n'en ai jamais parlé je ne me rappelle même pas avoir parlé de ça sur la chaîne. Bref, il y a tellement d'entreprises ici qu'on n'a pas encore mentionné. Donc, ce que je voulais montrer ici avec Kerry Group, c'est les attentes semblent être élevées. Maintenant, à nous de aller vérifier pourquoi est-ce que c'est élevé. Et vous ne pouvez pas avoir une idée générale sans lire les rapports financiers. Donc, sur ce business-ci, en date d'aujourd'hui, je pense que 105 € serait un prix
assez correct. Donc aujourd'hui, on me vend cette compagnie-ci à 81,70 €. Donc, ça pourrait m'intéresser. Par rapport, si on me demande de payer en date d'aujourd'hui, 82 euros, un business qui pourrait me rapporter à peu près aux alentours de 5,90 € en 2026. Et encore au-delà de 2026, on s'attend peut-être à une certaine croissance parce que la vie ne s'arrête pas à 2026 pour la compagnie. OK? Donc, ça fait déjà 7% de rendement. Donc, Kerry Group, ouais, ça pourrait être très intéressant. OK? Dépendamment maintenant de l'activité qu'elle mène, parce que franchement, je ne sais pas ce qu'elle fait. OK? Je sais qu'on est dans le package, on est ici dans le segment ici de Consumer Staple. Elle semble vendre ici des produits de marque, sans doute. OK? Donc, par exemple, Food Solution, qu'est-ce qu'elle vend ici? Est-ce que c'est plutôt des ingrédients? Ça pourrait m'intéresser. Donc, ça veut dire qu'elle sert à peu près l'ensemble des... Voilà, toute la chaîne... Enfin, elle est à la base... Elle fait partie ici de la chaîne de valeur de toutes les entreprises, un peu comme les Procter... Je ne dirais pas comme les Procter & Gamble, mais on n'est pas loin ici, peut-être des Hershey, je n'en sais rien. On va essayer de regarder quand même. Attention. Je prends au niveau de product. OK. Qu'est-ce qu'on a ici? Au niveau des ingrédients pour le goût. Functional ingredient ici, beverage solution. Donc, si le secteur ici des alcools ou bien des sodas va bien, elle également va bien se comporter. Pharmacie et biotechnologie. Ce business-ci est intéressant. Donc, il n'y a pas une affaire de marque, c'est vraiment le savoir-faire. C'est vraiment le savoir-faire. Des rehausseurs de goût, ce genre de choses-là. Toutes les entreprises en ont besoin en date d'aujourd'hui, surtout celles qui vendent ici des produits de marque. Donc, je n'aurais peut-être pas c'est pas moi, une compagnie comme... je n'aurais peut-être pas du Hershey, c'est un exemple bête, hein, ou bien du Nestlé, mais cette compagnie-ci étant à la base de certains de ces produits-là, je pourrais l'acheter. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me fait penser à une autre entreprise ici. Oh, le nom va m'échapper bizarrement vu que j'en parle en date d'aujourd'hui, alors que c'était également une entreprise qui était à la base de beaucoup de produits ici. Bref, dans tous les cas de figure, Kerry Group mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist. OK? Et comme d'habitude, ce genre de vidéo ne sera jamais vu. Il n'y aura pas beaucoup de vues ici. D'accord? Je suis sûr et certain. Et ce n'est pas plus grave que ça, parce qu'en fait, on s'en fout par rapport à ça. Le plus important maintenant, c'est prenez cette compagnie, mettez-la dans vos watchlist, d'accord? Et si vous remarquez que vous comprenez le business model, les perspectives de croissance semblent assez correctes ici, agissez. Privilégiez la qualité uniquement dans vos portefeuilles respectifs. Et demain, quand les autres se rendront compte ici que, oh, Kerry Group, exceptionnel, il sera trop tard. Vous aurez déjà profité de la situation. OK? Donc, ceci n'est que mon point de vue, non un conseil d'investissement. En lien dans la description de la vidéo, ici, vous avez la top newsletter ainsi que les notes d'analyse. Merci.